Le club de la presse européen, elle s'appelait Agnès Lassalle, professeure d'espagnol dans un collège-lycée privé catholique de Saint-Jean-de-Luz. Elle est devenue hier la 8e enseignante assassinée en France depuis 1984. Poignardée au thorax par l'un de ses élèves en plein cours. Un drame d'une gravité exceptionnelle. C'est jour de deuil pour l'école de France, pour la nation tout entière. Une minute de silence sera d'ailleurs observée ce jeudi dans tous les établissements scolaires qui ne sont pas en vacances. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe, un journaliste à Valeurs Actuelles. Et Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Carole, si vous me permettez, d'abord je fais le récit un peu de ce qui s'est passé. Agnès Lassalle est hier matin en train de faire cours. Un de ses élèves assis au premier rang se lève, se penche vers son sac, il en sort un couteau à grande lame, se dirige vers la porte de la classe, la bloque et là se retourne vers Agnès Lassalle et soudain la frappe au thorax sous les yeux de ses camarades. Alors vous imaginez bien ce qui se passe. Agnès Lassalle s'effondre, un court mouvement de panique s'empare du lycée et quelques minutes plus tard, un autre enseignant va parvenir à convaincre le tueur de 16 ans de lâcher son couteau. Cette affaire-là, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que c'est un simple fait divers, un acte isolé, ou est-ce que derrière, vous y voyez un phénomène de société, Carole Barjon? Je posais la même question à Nicolas Mayer-Rossignol tout à l'heure, qui restait d'une grande prudence sur ce terrain-là. Je dirais les deux, mon général, mais bien sûr que la société est plus violente qu'auparavant. On voit bien qu'en dehors de meurtres de professeurs, il y a des agressions de plus en plus fréquentes. Oui. Maintenant, pour le cas de Saint-Jean-de-Luz et de cette professeure d'espagnol, oui, comme vous dites, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un acte isolé, Oui. le résultat de troubles psychiatriques. L'enquête est en cours. Rappelons qu'il dit être possédé, avoir entendu une voix lui commandant. Bon, et là, je pense qu'il faut vraiment attendre. Mais ce qui est certain, c'est que immédiatement, dans la tête de chacun, ça pose le problème de la sécurisation des établissements scolaires, voire de leur sanctuarisation, espèrent certains. Et ça paraît assez compliqué, parce que tous les experts vous expliquent que finalement... Des détecteurs de métaux à l'entrée des établissements. Les détecteurs de métaux, on ne peut pas les utiliser parce que les élèves ont des compas, des ciseaux, etc. Donc il faudrait vraiment des procédés très affinés comme on a dans l'armée. Donc on n'imagine pas qu'on puisse s'équiper. Il y a quand même 59 000 établissements scolaires en France. Oui. Donc voilà, on mesure un peu l'enjeu et la difficulté en réalité à sécuriser les établissements. J'ajoute un élément pour notre conversation. Hier, Papendia dit qu'il n'y a pas lieu de tirer de conclusions hâtives de cette affaire pour l'ensemble de l'institution scolaire. Or, il se trouve que la DEP, c'est-à-dire le service statistique de l'éducation nationale, a publié mardi son bilan annuel des insultes, coups, agressions sexuelles et autres incidents. Il en ressort qu'en 2022, vous avez 12,3 incidents graves pour 1000 élèves dans le second degré. Et il y a ce chiffre perturbant, 6% de ces incidents graves survenus en milieu scolaire concernaient des élèves ayant pénétré dans leur lycée ou collège avec des armes blanches ou des objets coupants ou contondants. 6% quand même, c'est beaucoup, Charlotte Dornelas. C'est beaucoup, mais honnêtement, là je vais être d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. C'est un cas, on le sent tous d'ailleurs, tout le monde essaye de raccrocher à quelque chose qu'on connaît, tout en sachant pertinemment que c'est très difficile de raccrocher cet événement à quelque chose qu'on connaît dans l'état actuel des connaissances sur cette histoire. C'est-à-dire qu'on a là, un élève, en plus extrêmement calme, décrit par ses camarades comme, alors évidemment tout le monde va aller chercher quelque chose qu'on aurait pu déceler chez lui, donc on le décrit un peu marginal, un peu timide. Bon, il y a des élèves marginaux et timides. Un peu bizarre, un peu surdoué, on lit ça et ça dans la presse. Oui, alors moi j'ai entendu aussi un de ses élèves qui disait qu'il avait du mal dans certaines matières. Enfin bon, bref, évidemment tout le monde essaye de se dire mais comment est-ce qu'on aurait pu anticiper ça? La vérité c'est que ce qui ressort des témoignages c'est que c'était absolument impossible à anticiper. Il est en effet rentré avec un couteau. Si demain les couteaux sont interdits, il rentrera avec autre chose. Je veux dire, ça sera toujours possible. Quoi que vous fassiez à l'école ou ailleurs, ce genre de choses arrivera. Donc je ne pense pas qu'il faille le raccrocher au reste de la violence. On voit bien, à chaque fois qu'il y a des actes de violence à l'école, on a quelque chose à raccrocher. C'est-à-dire, c'est un directeur qui n'avait pas pris au sérieux les menaces de tel élève. C'est un élève qui avait été viré de l'établissement et qui pouvait revenir sans qu'on vérifie qu'il ne puisse pas revenir. Là, on n'a pas du tout ça, en l'occurrence. Et le seul élément
tangible que nous ayons, c'est les déclarations de cet élève qui dit être possédé, c'est-à-dire qu'il va lui-même, en l'occurrence sur un terrain que nous ne voulons pas prendre en compte, que nous ne savons plus prendre en compte, qui est celui de la possession. Donc on est absolument désarmés. On est absolument désarmés dans le débat public parce que nous ne savons pas traiter, prendre au sérieux cette question. On est désarmés, on pourrait peut-être l'être un peu moins, dans la mesure où s'il s'agit, comme pour le moment on le laisse entendre, qu'il s'agit de troubles psychiatriques de cet élève, ça pose immédiatement quand même la question des médecins scolaires. On sait que là, le chiffre est absolument désastreux. Il y a 900 médecins scolaires en France. Pour 60 000 établissements scolaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour 59 000 établissements scolaires et 12 millions d'élèves quand même. C'est-à-dire qu'un médecin scolaire pour 60 établissements. Donc, on voit la catastrophe, si vous voulez. Ça fait un médecin pour 13 000 élèves. Bon. Donc on est quand même loin du compte. Il y a 2 rendez-vous médicaux obligatoires à l'école, c'est visite médicale à 6 ans et une autre à 12 ans. Oui. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait qu'un médecin scolaire soit dans l'établissement. Et vous avez raison, c'est un vrai sujet parce que quand on sait que la santé mentale des élèves s'est dégradée, notamment à la crise du Covid. Et alors, je vous citais ces chiffres tout à l'heure du service statistique de l'éducation nationale. Ça, c'est une étude Ipsos pour une association qui s'appelle Notre Avenir à tous, qui met en exergue qu'un adolescent français sur 2 souffre aujourd'hui de symptômes d'anxiété. Alors, pour diverses raisons, la pression scolaire, etc., la violence à l'école, le harcèlement. Et vous avez 17% des élèves, 17% qui révèlent des pensées suicidaires. Mais c'est pour ça, si vous voulez, il y a quand même un vrai sujet. Il y avait 1400 médecins scolaires en 2006, et il n'y en a plus que 900 aujourd'hui. On sait pourquoi. C'est parce que ils sont évidemment sous-payés. Ce sont quand même des gens qui ont fait des études assez longues, et ils sont sous-payés. Donc il n'y a plus de vocation, et il y en a de moins en moins. Donc un jeune qui s'enfonce à bas bruit, qui va pas bien, précisément, il passe sous les radars. À un moment donné où il y a effectivement, semble-t-il, un malaise adolescent et enfant, élèves, qui va croissant, on a évidemment de plus en plus besoin de médecins et d'infirmières dans les structures dans la structure de l'établissement lui-même. Charlotte Dornelas. Mais à ceci près, c'est absolument un sujet, il n'y a aucun problème, mais même la description là, on est encore à côté de ce qu'on a, des éléments qu'on a, de ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. On a même les psychologues, même les pédopsychiatres sur tous les plateaux hier qui ont essayé de raccrocher, disent à la limite ça pourrait être une bouffée délirante, ce qu'ils appellent les bouffées délirantes, qui est en général déclenchée par autre chose. Donc peut-être qu'on ce que vous voulez dire, il y a une volonté de rationaliser à tout prix un geste. Évidemment, et à chaque fois, et c'est normal, c'est-à-dire que l'intelligence est là paniquée devant quelque chose qu'elle ne comprend pas, et il faut absolument le comprendre. Ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne comprendra pas sur le terrain rationnel, c'est cette question du mystère du mal. Qu'est-ce qui s'empare de ce gamin-là au moment d'arriver? Et c'est pour ça que je disais le terrain de la possession, vraiment strictement, et je m'écarte de cette histoire, je ne sais pas s'il dit la vérité, si on va découvrir qu'il avait bu, consommé, s'il était psychiquement complètement déstabilisé. Mais le terrain de la possession, même la psychiatrie renvoie vers des prêtres sur le terrain de la possession. Même la psychiatrie se déclare inapte sur le terrain vraiment s'il y a possession. Donc c'est à la fois le terrain déjà de la psychiatrie nous échappe dans une certaine mesure, la science qui a pris on va dire la place de la religion dans la société dit elle-même comprendre une infime partie du cerveau. Donc on est parfois devant un mystère, c'est normal qu'on essaye de le raccrocher, mais acceptons qu'il soit parfois difficilement raccrochable. On va parler d'autre sujet, c'est Total Energy et sa remise. Alors je change complètement de domaine, mais c'est dans l'actualité. Total Energy qui fait cette annonce hier soir, plutôt qu'un nouveau rabais, qu'une nouvelle ristourne sur le prix des carburants. Le plafonnement des prix, 1,99 max le gasoil et l'essence dans ces stations-service. Il y en a 3500 à peu près en France à compter du 1er mars et pour toute l'année. Je posais tout à l'heure, Carole Barjon, à Nicolas Maillot-Rossignol, la question. C'est aux entreprises aujourd'hui de prendre en charge, de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Il y avait cette demande pressante depuis quelques jours d'Emmanuel Macron à Total de tenir sa promesse, puisque le patron de Total avait envisagé cette possibilité d'un nouveau coup de pouce il y a quelques semaines de cela. Oui, on comprend bien pourquoi Emmanuel Macron a insisté auprès du patron de Total. D'abord parce qu'il avait entendu précisément envisager qu'il allait prendre quelques mesures. Là, il s'achète 9 mois de tranquillité, le patron de Total. À moins qu'on lui dise le plafond, il va peut-être falloir l'abaisser. Alors, c'est pour tout. Le patron de Total a annoncé que c'était pour toute l'année 2023. Dans l'esprit de Macron, je pense qu'il s'agit
à court terme de sécuriser sa séquence retraite. Puisque on se souvient que le déclenchement des gilets jaunes, de la crise des gilets jaunes, ça avait quand même été aussi l'augmentation de l'essence, etc. Donc il est urgent, à partir du moment où sa réforme des retraites est contestée, qu'il n'y ait pas d'autres feux, d'autres incendies qui s'allument ailleurs. Voilà, bon, ensuite, le patron de Total, manifestement, avait déjà décidé ça. Non mais, en fait, les comptes de Total sont-ils la caisse annexe aujourd'hui du ministère de l'économie pour soutenir le pouvoir d'achat des Français? On apprend par l'OFCE ce matin que à la fin de l'année, le pouvoir d'achat des Français aura reculé de pratiquement 2%. C'est considérable, et surtout si vous déduisez de cela le bouclier tarifaire, la ristourne de carburant, cette baisse serait de 5%. Donc c'est quand même assez considérable. Mais est-ce que c'est à Total? Est-ce qu'on va demander demain à Stellantis, qui vient d'annoncer des chiffres records aussi, d'aider les Français à acheter des voitures? Enfin, moi, je pense que malgré tout, c'est sans doute pas à eux de financer le pouvoir d'achat des Français, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une petite relation entre la décision de Total et les bénéfices records de cette entreprise qui ont été annoncés. Oui. J'ajoute aussi le panier anti-inflation commandé par le gouvernement aux distributeurs, abandonné, les distributeurs disant mais on fait déjà nous tout un tas de choses, Charlotte Dornelas. Non, mais il y a évidemment chez Emmanuel Macron, d'abord il sait qu'il y a eu grande publicité sur en effet les bénéfices records de Total, donc c'est assez facile. Le patron de Total, une fois qu'Emmanuel Macron dit vous pourriez faire un effort, il est un peu bloqué devant l'opinion publique. Maintenant, la question sur l'essence, c'est que Emmanuel Macron, il est à la fois bloqué politiquement parce qu'il ne va pas continuer à démultiplier les chèques qui sont une critique qui lui sont faites par rapport à la ligne politique qu'il a lui, donc il demande aux autres de faire les efforts qu'il ne veut plus faire. Mais sur le terrain de l'essence, je pense si on rentre dans le détail, la taxe de l'État est bien plus importante que ce que prend Total, même sur ce qu'on paye à la pompe à essence. Total dit à 2 € le litre, vous avez 1 € de taxe à peu près. Oui, ce qui est la stricte vérité. Donc effectivement, la question de l'effort de l'État peut se poser aussi. Donc là, pour l'instant, on met entre les mains de Total pour pas avoir à le refaire. Mais on sous-traite le quoi qu'il en coûte aujourd'hui. Mais évidemment, c'est ça. C'est exactement ça. Et on le sous-traite tout en le continuant un peu pour essayer de sauver, en effet à la fois la séquence retraite sans s'attaquer vraiment à la question structurelle du pouvoir d'achat qui ne dépend évidemment pas d'une quelconque ristourne de Total. C'est anecdotique alors c'est pas anecdotique quand vous faites votre plein, c'est anecdotique sur la question du pouvoir d'achat global des Français. Parce que la question c'est que si l'inflation se poursuit, qu'est-ce qui se passe fin 2023 du côté justement de Total? Est-ce qu'on va lui demander de continuer cette sorte de bouclier tarifaire qu'il a mis en place finalement ou pas? Il n'y a pas de solution simple de toute façon, parce qu'évidemment, il y a ceux qui vont dire oui, mais vous accoutumez les Français à de l'argent public, ça fausse la vérité des prix, mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous prenez un risque social immense. Ça n'est pas simple. Non, c'est évidemment compliqué. C'est une suite de décisions politiques qui se discutent tout ensemble ou alors jamais. Donc on endort tout le monde avec telle et telle décision sans jamais remettre en cause la structure. Merci mesdames. Carole Barjon de l'Obs, à la une de l'Obs cette semaine. Marine Le Pen, la conquête silencieuse. Tiens, intéressant. Et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, à la une de Valeurs. Et nous, on prend le sujet palmade pour parler de tout ce qu'il y a derrière cette triste affaire. Allez, bonne lecture.